Les mouches mangent de la nourriture liquide. Alors comment une mouche peut-elle manger mon gâteau? Eh bien la méthode est assez intéressante. Chaque partie de sa bouche est très spécialisée. Il y a comme une éponge remplie de petits tubes connus sous le nom de pseudotrachées. Ce qu'elles font, c'est qu'elles dégurgitent une sorte de jus digestif sur la nourriture solide, la laissent se dissoudre un peu et elles avalent le liquide qui en résulte. Et c'est là que commence le problème, car cette même mouche qui mange votre gâteau maintenant peut très bien avoir été fouillée dans une carcasse en putréfaction ou dans une grosse pile d'excréments encore fumants. Très bon ce gâteau. Le pire, c'est de manger la mouche elle-même. Là, vous avalez toutes sortes de bactéries en une seule bouchée. Mais l'histoire sordide de la mouche ne s'arrête pas là. Elle va même empirer sérieusement. Car la seule chose que les mouches aiment encore plus que de festoyer sur de la chair morte ou pourrie, c'est l'accouplement frénétique qui s'ensuit systématiquement. Pour ces créatures, tout n'est que gloutonnerie et luxure. La mouche est condamnée à mourir rapidement. Une femelle fécondée est en général la première à arriver sur un corps. Elle trouve vite un orifice humide dans lequel déposer ses œufs, car derrière elle, toute une troupe arrive. Ces œufs vont se développer en un jour ou deux et se transformer en vers, la seconde phase du cycle de vie de la mouche. Ces vers sont les chefs-d'œuvre de la création des invertébrés. L'avant de leur tête est constitué d'une paire de crochets qui servent à deux choses. À attendrir la viande, dont ils massent la chair pendant que de puissants sucs gastriques la décomposent. Et ils servent aussi à se mouvoir. Mais le génie de l'évolution du ver n'est pas dans l'avant de sa tête. Il est situé à l'arrière. Le ver respire par deux ouvertures situées dans son arrière-train, qui lui permettent littéralement de mettre la tête dans son travail. Vous voyez, forme et fonction sont parfaitement liées. En se nourrissant de chair chaude, humide et décomposée, les vers sont les meilleurs recycleurs de la nature, un composant intégral de presque tous les écosystèmes de la Terre. Une fois que les vers ont été bien nourris, ces créatures encore minuscules abandonnent la carcasse sur laquelle elles ont poussé et dont elles se sont repues. Elles se dispersent en quête d'un endroit calme et protégé, souvent dans un terrier. C'est alors que le miracle de la métamorphose commence réellement. D'abord, la peau souple des vers se durcit en une enveloppe brune et rigide, la chrysalide. Ensuite, pendant une période de 7 à 10 jours, la chenille se transforme peu à peu en mouche. Le moment venu, la mouche s'échappe de la chrysalide en gonflant un sac sur sa tête jusqu'à ce qu'il s'ouvre et que la mouche émerge. Maintenant, avant de fuir, pensez à ceci. La biologie de la mouche et de ses vers est un outil incroyable pour résoudre des crimes.
Parce que les mouches sont les premières à arriver sur un cadavre, leurs vers, une fois collectés et analysés, peuvent fournir aux enquêteurs une estimation précise de l'heure de la mort. En fait, les mouches et leurs vers aident à élucider chaque année de nombreux meurtres. Peu de gens comprennent l'utilité des mouches et de leurs vers mieux que cet homme. Je déteste la mort. Je déteste le deuil. Mais pour moi, en tant qu'anthropologue légiste, un corps n'est pas uniquement un cadavre. Je le vois comme une énigme à résoudre. Qui est cet individu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et quand? Juste à côté du centre médical de l'Université du Tennessee, il y a un endroit qu'on appelle la ferme des morts. Sur plus d'1 hectare de terrain, il y a des dépouilles, jusqu'à 40 corps à des stades variés de décomposition. Ils sont dans des coffres de voitures, noyés dans des mares, étendus au soleil ou à l'ombre. C'est un endroit unique. Et tout a commencé avec un homme, le docteur William Bass. Il est le spécialiste de la mort dans le monde. C'est un établissement que j'ai créé il y a 25 ans pour étudier la vitesse de décomposition des corps humains. Ces dépouilles nous informent sur le temps que prennent les corps à se décomposer depuis l'heure de la mort jusqu'à ce qu'on les trouve. Comme vous le dira n'importe quel policier, l'heure de la mort est un des facteurs essentiels pour résoudre un meurtre. Quand un représentant de la loi trouve un corps en décomposition, la première question qu'il se pose n'est pas « qui est cette personne ?», mais « depuis combien de temps est-elle là ?» C'est une question cruciale. C'est le moins qu'on puisse dire. Des suspects peuvent être éliminés, des alibis démontés et des meurtriers condamnés. Tout cela est basé sur l'heure approximative de la mort. Et quand on trouve un corps à l'extérieur, sur quel insecte peut-on compter pour remonter le temps ? Les premiers insectes appâtés par un corps en décomposition sont les mouches. Les mouches sont attirées par l'odeur que dégage un tissu en putréfaction. En moins d'1 minute, une mouche porteuse d'œufs peut se diriger vers cette odeur de mort. Certaines repèrent leur objectif à plus d'1 kilomètre de distance. Environ 1 journée après le dépôt des premiers œufs sur le corps, des myriades de vers commencent à éclore, à gigoter et finissent par consommer tous les tissus mous. Évaluer l'âge des œufs de mouche ou des vers grouillant sur un cadavre est fondamental pour déterminer l'heure de la mort. On ne peut pas l'éviter. Les mouches ont certainement aidé à résoudre plus de meurtres que Sherlock Holmes et Perry Mason réunis. Mais vous savez quoi? Les mouches ont aussi aidé les vivants. Nous l'avons découvert pendant la guerre. La guerre civile a été la plus sanglante de toute l'histoire de l'Amérique. Plus d'1 million de morts et de blessés. Les maladies et les blessures ont tué bien plus de gens que les balles. Et l'hospitalisation équivalait souvent à une mort certaine. Donc avec toutes ces blessures à vif et ces chairs en décomposition, ce n'est pas étonnant que les mouches se soient invitées au festin. Bien que le spectacle de jambes infestées de vers ne soit pas très ragoûtant, on a remarqué que sur les champs de bataille, ceux dont les blessures étaient infestées avaient plus de chances de survivre. Mais ce n'est qu'après la guerre civile qu'un certain médecin des Confédérés, le docteur John Forney Zacharias, a délibérément introduit des vers dans les plaies des blessés. Soigner des blessures avec des vers a intéressé un autre médecin. C'était environ 50 ans plus tard, pendant la Première Guerre mondiale.
La pratique du soin par les vers était limitée au champ de bataille, jusqu'à ce que le docteur William Baer n'introduise cette thérapie au public, après avoir exercé dans les tranchées. Malgré tous les efforts de Baer, la thérapie par les vers a été complètement abandonnée quand les antibiotiques sont arrivés dans les années 40. Et 50 années ont encore passé avant qu'un autre médecin ne s'intéresse aux vers. Aujourd'hui, dans la médecine américaine, la thérapie par les vers est souvent considérée comme marginale. Mais pas pour cet homme. C'est au docteur Ron Sherman que l'on doit le fabuleux bond en avant qu'a fait cette méthode au début des années 90. Il en est le plus grand défenseur en Amérique et en a chanté les louanges devant une communauté médicale plutôt sceptique. Les mouches ont définitivement la mauvaise réputation d'apporter des maladies. C'est à cause de cette association entre les ordures, les excréments et la nourriture. Et pourtant, les mouches font partie intégrante du cycle de la vie. Elles remplissent vraiment un rôle essentiel. Elles sont très efficaces et très rapides. Ici, dans leur laboratoire de l'université d'Irvine, en Californie, le docteur Sherman et sa femme élèvent des vers stériles pour fournir le peu de médecins et d'hôpitaux qui les utilisent. Les vers, en tout cas certaines espèces, ont 3 actions majeures sur les blessures. D'abord, ils nettoient en dissolvant les tissus morts. Ensuite, ils désinfectent en tuant les bactéries. Et pour finir, ils semblent stimuler la guérison. Salut Shirley. Salut. Comment tu vas? Eh bien, ça va pas mal. Nous pouvons commencer votre traitement aujourd'hui. Vos vers sont prêts. Le docteur Edgar Mayens de Coos Bay, dans l'Oregon, utilise les vers sur certains patients, comme Shirley Eshner, une diabétique dont la blessure à la cheville met du temps à guérir. Mais aux États-Unis, le docteur Edgar Mayens est l'un des rares médecins à utiliser cette thérapie. Personnellement, je pense que les vers sont des créatures formidables. Je les considère comme des microchirurgiens. Ils facilitent les soins du patient. Je suis sidéré par ce qu'ils font. Bon, grâce à cette petite gaze, ils seront nourris pendant le voyage. Aujourd'hui, la communauté médicale est plus réceptive à la thérapie par les vers. Mais la majorité des médecins la considèrent comme du charlatanisme ou comme une absurdité. Mais en fait, ils ne savent pas vraiment comment les blessures guérissent. Ils ne savent pas non plus ce que font ces créatures. Alors que la communauté médicale américaine doute encore de la thérapie par les vers, en Angleterre, celle-ci a été largement acceptée, non seulement par les patients, mais par la communauté médicale tout entière. En fait, là-bas, c'est plutôt « Vous apportez le vin? J'amène les verres ». Mary Jones est infirmière. Mary Jones à l'appareil, je peux vous aider? Et l'une des meilleures avocates de cette méthode de soins. Oui, c'est moi. Ils peuvent avaler l'infection et la digérer. Et ils vont la dévorer tout entière. Non. Ils touchent seulement au tissu mort. Si vous habitez dans le coin, je peux venir vous montrer.
Pourquoi pas? Ils sont incroyables. Il vous appelle comment, Mary? La femme au vert ou la reine des vers? La reine des vers. Voici l'unité de recherche biochirurgicale de Bridgend, au Pays de Galles. Mary va nous montrer comment on pratique ici la thérapie par les vers. Nous sommes ici dans une salle très bizarre pour un hôpital. Ça bourdonne, c'est plein de mouches. Il y a plus de 25 000 mouches en permanence à divers stades de développement. Mais cette description ne reflète pas vraiment la réalité. Pour les mouches ici, c'est l'équivalent du Ritz. Chaque jour, un personnel amical et professionnel veille à tous leurs besoins. Dans cette atmosphère d'air conditionné, avec room service 24 heures sur 24, chaque repas est une fête. C'est un régime quotidien de cocktails coton-sucre et la spécialité de la maison, du foie de porc frais pour stimuler la libido. Quand elles ont 3 jours, on les nourrit au foie, ce qui les rend fertiles. D'accord. Alors pour elles, c'est comme une carcasse dans la nature? Oui, un cadavre sur la route, par exemple. C'est... Un morceau de foie, c'est ça? Oui, un morceau de foie qui est mort. Comme dans la nature, chaque mouche laisse 300 œufs directement sur la source de nourriture. Et leurs vers, une fois éclos, n'ont pas à voyager très loin pour trouver de quoi se nourrir. Dans une vie, une mouche femelle peut déposer plus d'1 millier d'œufs. Les morceaux de foie fertilisés sont récoltés chaque jour. Les œufs sont délicatement prélevés, pesés et séparés à la main. Ils seront stérilisés puis placés en incubateur jusqu'à ce qu'ils éclosent et que les vers émergent. En moyenne, 4000 œufs sont récoltés chaque jour. Pour les techniciens, c'est un travail fastidieux au service d'une bonne cause. Pour les mouches, la vie est un cycle de plaisirs successifs. Donc c'est presque la vie idéale pour ces mouches, n'est-ce pas? Une pièce bien chaude, agréable, bien humidifiée. C'est merveilleux. Elles ont tout ce qu'elles veulent. Elles ont toute la nourriture qu'elles veulent. Elles ont tout le liquide qu'elles veulent. Elles ont toutes les amies et petits-amis qu'elles veulent. C'est vraiment une vie agréable, mais je ne sais pas... Je ne sais pas si j'aimerais ça, moi. Je crois que je m'ennuierais un peu. Grâce à la demande permanente, le laboratoire est à l'abri des difficultés financières. Vous avez un numéro de commande, s'il vous plaît? En Europe, plus de 30 000 traitements, soit plus de 9 millions de vers, ont été fournis par cet établissement. Waouh, les voilà. Oui, les voilà. Ce n'est pas un traitement nouveau, n'est-ce pas? Ça existe depuis longtemps. Oui, depuis que la mouche a commencé son évolution et qu'il y a des blessures. Les mouches mangent les tissus morts. L'homme blessé a des tissus malades. Ça fait longtemps que ça marche. Comment vous appliquez ça, en fait? Quand votre récipient de verre arrive, comment vous les appliquez sur les blessures? C'est un secret? Non. En fait, c'est très facile. Il faut surtout se souvenir qu'ils sont vivants et qu'ils ont besoin d'oxygène. Vous ne pouvez pas les mettre en dessous d'un pansement moderne, car il isolerait l'apport d'oxygène. Donc avec chaque pot de verre que nous vendons, il y a un morceau de filet stérile. Et donc, vous dévissez le couvercle et comme vous pouvez le voir, ils ne sortent pas, ils ne tombent pas. Ils sont coincés là-dedans. Oui, ils sont coincés, il ne faut pas les secouer. Donc vous mettez du sérum dedans, du sérum stérile. Vous remettez le couvercle, vous les rincez doucement dans le sérum, puis vous dévissez et vous les versez sur le morceau de filet que nous fournissons avec les verres. Ok, d'accord.
Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est prendre le filet sur les côtés et l'appliquer sur la blessure. Donc vous avez la blessure, les vers, le filet. Un peu comme un sachet de thé pour verre. Oui, c'est un peu ça. Puis vous scotchez les bouts de filet sur les côtés pour les empêcher de sortir. C'est aussi simple que ça. Oui. J'ai toujours été fasciné par les vers, depuis que j'ai trouvé mon premier animal mort sur la route quand j'étais petit. Je l'ai retourné et j'ai entendu ce sifflement, et aussi quand ils y vont à fond, ils moussent. Hein, une belle carcasse chaude qui mousse et fermente, cette superbe mousse d'excréments de verre. C'est vraiment charmant. Vraiment, c'est charmant. C'est à l'hôpital de la princesse de Galles que l'on se sert le plus des talents magiques de Mary. Allen Hughes, qui a dû être amputé des 2 jambes à cause d'un diabète chronique, se battait contre une mauvaise infection, jusqu'à ce qu'on appelle Mary et ses vers. La blessure était couverte de tissu malsain, un vrai bourbier. Toute la blessure en était couverte. Comme je l'ai dit, il était vraiment mal. Il n'avait plus d'appétit, tout le reste de son métabolisme était déséquilibré. Bonjour. Bonjour, Mary. Vous avez bonne mine. Bon, on va juste retirer le pansement aujourd'hui, enlever les vieux vers et en mettre des nouveaux, ok? C'est Madeleine qui va le faire. Merci, Mary. C'est le 2e volet d'une série de 3 traitements qui vont nettoyer sa blessure. L'infection l'a empoisonné pendant presque 6 semaines, avant qu'on ne lui applique les vers. Les tissus rose-rouge sont sains, mais les tissus jaunes sont morts. Les vers ne vont pas seulement consommer les tissus morts, ils vont aussi détruire les bactéries infectieuses. Ce n'est pas le spectacle le plus plaisant pour l'œil, mais c'est plus joli maintenant qu'il y a 3 jours. C'est super, c'est beau et propre et ça commence à se refermer. C'est plus petit, la plaie se referme. C'est une blessure magnifique, si je peux m'exprimer ainsi. Pour moi, c'est une belle blessure. On est en train d'avoir le dessus. C'est fantastique. Vous êtes satisfait du résultat? Oh, absolument. Ils font du bon boulot. Enfin, moi, Mary, je ne sais pas grand-chose sur ces gars-là, mais ils font un travail de qualité. Donc on remet le couvercle, on agite doucement le flacon et on les lave dans le sérum. Ne serait-ce que pour sa simplicité, le procédé est remarquable. Ok, maintenant je vais juste les verser sur le filet. Il y a environ 300 jeunes vers affamés dans ce petit tas grouillant. Avant l'application, chacun ne mesure que 2 mm de long. Laissez la gaze derrière, placez le filet sur la blessure et le retournez. Mais dans 3 jours, quand ces vers auront fini d'attaquer la blessure de M. Hughes, leur poids sera multiplié par 20. Et l'infection qui a cloué au lit M. Hughes sera complètement vaincue. Quand vous voyez des gens qui ont une blessure très handicapante, qui les empêche de sortir, de voir leurs amis, des gens qui souffrent beaucoup. Parfois, ils ont cette blessure depuis des années. C'est sale, ça ruine les vêtements. Et puis tout à coup, vous avez non seulement nettoyé la plaie, mais vous avez retourné le processus. La blessure est en voie de guérison. Et les conséquences sur la vie du patient sont énormes. C'est vraiment formidable, c'est très très gratifiant. Lundi, quand nous reviendrons, je pense que tout sera propre. Honnêtement, ça a l'air vraiment propre. Entre ce que ça a été et ce que c'est maintenant, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Donc je suis très content. M. Hughes n'est qu'un des milliers de patients dans le monde qui est traité par la médecine avec des organismes vivants. Ça s'appelle la biothérapie. Et dans le cas de M. Hughes, les organismes vivants sont des vers. Mais comme vous allez le voir, il y a une autre star dans la biothérapie.
Pour rencontrer cette créature, on doit s'aventurer dans la nature et affronter de nouveau nos peurs naturelles, nos peurs du rampant, du grouillant et du visqueux. Dans notre monde moderne mu par la technologie, il est difficile d'accepter de vieilles méthodes si simples pour des problèmes de plus en plus complexes, surtout quand il s'agit de médecine et de santé. Mais comme nous l'avons vu avec les mouches et leurs vers, la meilleure médecine vient souvent des endroits les plus horribles. Rampants, grouillants, invertébrés, appelez-les comme vous voulez. La plupart des gens n'aiment pas ces bêtes-là. Mais c'est que la plupart des gens ne prennent pas la peine de s'intéresser à elles. Je crois que la seule mention d'un cafard, d'une sangsue ou d'un moustique fait frissonner et donne même des cauchemars. Et dans ce pot, il y a de quoi faire peur. Voici des sangsues médicinales qui viennent d'Europe. Entre parenthèses, elles vivent dans mon frigo, car elles aiment le propre et le froid. Et puis, plus il fait froid, moins elles mangent, ce qui m'arrange, car en fait, elles se nourrissent de mon corps, enfin, de mon sang, pour être précis. Mais regardez-moi ça, oubliez l'aspect gluant, oubliez ces tortillements. Pour moi, c'est un animal magnifique, avec un superbe motif vert et orange sur le dos. Et puis cette petite dentelle noire tout le long de son corps. Pour moi, ce sont de superbes et parfaites petites créatures. Les mouches ne sont jamais difficiles à trouver, ce sont elles qui vous trouvent. Mais celles-ci, ces sangsues médicinales, sont en fait une espèce en danger dans ce pays. Alors pour les trouver, c'est une véritable quête. Autrefois, on trouvait les sangsues communes dans les marais, les ruisseaux et les mares. Aujourd'hui, cet habitat a disparu. Et même si les sangsues médicinales européennes sont à présent une espèce protégée, dans certains milieux naturels, leur chance de survie est menacée. Et pour survivre, la sangsue a une vie sexuelle particulière. Comme le ver de terre, elle est hermaphrodite. Bon, en fait, pour parler sérieusement, ce gars-là, c'est pas du tout un gars. Il a des parties génitales mâles et femelles. Mais ça ne veut pas dire qu'une seule sangsue peut se fertiliser elle-même. Il faut toujours 2 sangsues pour ouvrir le bal. L'accouplement peut durer plusieurs heures. Les corps s'enlacent et l'une des sangsues dépose son sperme dans l'autre. Après l'accouplement, les sangsues se dirigent vers le rivage. Les sangsues fécondées sécrètent une substance gélatineuse dans laquelle les œufs fertilisés sont déposés. Quand les obligations parentales sont remplies, la sangsue abandonne sa progéniture et retourne à l'eau. Une fois séchées, les sécrétions deviennent un cocon qui contient des nutriments pour les petites sangsues en développement. Après une période d'1 semaine environ, la sangsue va produire jusqu'à 8 cocons. L'extérieur spongieux sert de protection contre les prédateurs à une quinzaine de bébés environ. Ils ont l'air fragiles, mais ces cocons sont assez tenaces pour survivre à un voyage impromptu dans le système digestif d'un canard. Après plusieurs semaines, les jeunes émergent, prêts pour leur premier repas.
Peu de gens aiment les sangsues, mais c'est parce qu'elles sont terriblement mal connues. Car ce sont des animaux fascinants et très élégants. Il y en a plus de 650 espèces, et sur Terre, on les trouve dans presque tous les milieux. La sangsue médicinale, comme beaucoup de ses congénères, est une nageuse hors pair, parfaitement à l'aise dans un environnement liquide. Chaque sangsue a 5 paires d'yeux et 2 ventouses en forme de disque, une à l'avant, une à l'arrière. Elles sont sensibles à la lumière, à la chaleur et surtout quand elles ont faim, aux vibrations qui indiquent souvent une source de nourriture. La peau transparente des pattes de la grenouille présente de petits vaisseaux de sang frais dont la sangsue raffole. La grenouille peut courir, mais elle ne peut pas se cacher, et une jeune sangsue affamée est très acharnée. La sangsue s'accroche à la grenouille, puis mord à travers la peau, tout en injectant un anesthésique pour que sa présence ne soit pas remarquée. Un repas peut durer entre 20 et 40 minutes. Avant qu'elle ait fini, la sangsue va gonfler de plusieurs fois sa taille initiale. Les jeunes sangsues doivent se nourrir d'animaux comme les grenouilles, car leurs mâchoires ne sont pas assez puissantes pour mordre dans des peaux plus épaisses. Mais les sangsues adultes se nourrissent aussi de mammifères, les humains y compris. Au Moyen-Âge, les sangsues étaient chassées par les humains et utilisées par des chirurgiens comme des instruments médicaux. Elles étaient utilisées pour la saignée, une pratique douteuse venant de l'Inde et de la Grèce antique. Passez-moi une sangsue. On sait maintenant que la sangsue était un remède utilisé contre toutes sortes de maux, mais qu'elle ne guérissait pourtant pas grand-chose. Mais toute la théorie de la physiologie humaine à cette époque était basée sur l'équilibre des 4 fluides corporels, c'est-à-dire la bile noire, la bile jaune, le flegme et le sang. D'après les théories de la médecine médiévale, la saignée permettait aux patients de retrouver cet équilibre tout en se débarrassant d'un excès de sang malsain. La sangsue n'était qu'une option parmi d'autres. Elle était utilisée en opposition à des méthodes plus extrêmes. À une époque, l'endroit où l'on plaçait la sangsue variait avec chaque maladie et avec la position de la lune et des étoiles. La fièvre ou le mal de tête étaient aussi communs à l'époque que maintenant, et on les guérissait en plaçant la sangsue sur les tempes. Voici ce que la sangsue fait de mieux. Un art raffiné et que l'on pratique depuis des millions d'années. D'abord, elle trouve son hôte. Dans ce cas, ce n'est pas très difficile, son hôte, c'est moi. La sangsue s'accroche par ses ventouses. Puis ses 3 mâchoires, qui ont une centaine de dents chacune, se mettent au travail en sciant d'avant en arrière. Dans l'incision, la sangsue injecte de nombreuses substances chimiques importantes.
La première est un anesthésiant local. L'idée, c'est que l'hôte ne sente pas la douleur et qu'elle puisse se nourrir tranquillement. Pourtant, je dois dire que cette sangsue ne travaille pas très bien, car je sens parfaitement qu'elle est en train de me découper la peau. Ensuite, la sangsue injecte un vasodilatateur qui ouvre les vaisseaux sanguins et un puissant anticoagulant qui maintient le flux sanguin. En se nourrissant pendant 40 minutes, une sangsue peut multiplier son poids par 5. Cela équivaut à un homme de 90 kg qui boirait 450 litres de bière. Cet énorme volume de sang va rester dans le jabot de la sangsue pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il soit digéré. Donc il est logique que ces anticoagulants continuent à travailler à l'intérieur de la sangsue, sinon elle se solidifierait rapidement et se transformerait en boudin. En ce qui concerne notre sangsue, le chapitre est presque clos. Elle glisse vers un endroit calme et tranquille pour digérer son repas. Alors que pour moi, la saignée ne fait que commencer. Ça va continuer comme ça pendant près de 10 heures. Les anticoagulants de ces sangsues sont vraiment efficaces. C'est l'addition de toutes ces propriétés chimiques qui lui ont donné une place dans la médecine moderne. Et comme vous allez le voir, la sangsue est le bon outil quand elle est utilisée pour le bon boulot. Nous voici à Biofarm, en Angleterre. Dans les murs de cet immeuble se trouve sans doute la plus grande concentration de sangsues médicinales au monde. Et voici la salle de reproduction, le cœur de l'action. Salut Carl. Salut. Je suis Nick. Ravi de vous rencontrer. Waouh, regardez ça. Voici notre salle de reproduction. Je n'ai jamais vu autant de ces petites bêtes d'un seul coup. Pour un phobique des sangsues, ces salles sont un vrai cauchemar. Biofarm garde ces sangsues à une température plutôt fraîche, de 7 degrés, qui ralentit leur métabolisme, jusqu'à ce qu'on ait besoin de leur service. Je vais juste... je ne peux pas résister. Enfin, si je peux, je ne peux pas résister à mettre ma main là-dedans. En suspens, les sangsues peuvent survivre pendant plus d'1 an sans repas. Et parce qu'une sangsue affamée est une sangsue utile, ces créatures sont affamées méthodiquement. Maintenant, si vous vous demandez comment vous débarrasser d'une sangsue qui s'est accrochée à vous, rappelez-vous, pas de flamme ni de sel. Brûler ou mettre des produits chimiques sur les sangsues les encourage à régurgiter tout le contenu de leur estomac dans votre corps, ce qui serait un risque d'infection. La meilleure chose, comme nous venons de le faire, c'est de les enlever avec votre ongle. Ou si vous avez plein de sang à donner, laissez-les sucer. Les sangsues sont quand même nourries de temps en temps. Et au menu, en général, c'est le boudin maison. Voici une sangsue en pleine action. Elle se sert de tous ses sens, de ses aptitudes un peu spéciales. Là, elles sont en train de faire ce qu'elles font le mieux. Et quel est le moment de l'année où vous êtes le plus occupé? C'est normalement autour de juillet-août. C'est surtout là qu'arrivent les accidents domestiques. Les gens ont tendance à boire des bières et hop, ils se coupent les doigts, des bouts, des morceaux qui doivent être rattachés. C'est là que nos sangsues sont très utiles. Je dois dire que c'est assez gore, mais en même temps, c'est très beau. Des dizaines de milliers de sangsues naissent et sont nourries à Biofarm chaque année. Fantastique. Elles sont envoyées aux hôpitaux et aux cliniques du monde entier, où elles font des miracles, surtout dans la chirurgie reconstructive.
Le docteur Anthony McQuillan, chirurgien plasticien dans le Middlesex en Angleterre, est un défenseur invétéré des sangsues dans sa pratique de la médecine. On pense aux sangsues comme à une forme ancestrale de la médecine, quand on pratiquait les saignées. Et quand vous dites à quelqu'un qu'on va le soigner avec des sangsues, il dit « Ah, je ne pensais pas que ce genre de truc se faisait encore ». Pourtant, avec l'arrivée des techniques modernes de chirurgie plastique et nos capacités à remettre des doigts en place, ou des nez, à greffer des parties du corps, elles sont en fait un outil inestimable. Elles sont, sans aucun doute, le meilleur moyen de préserver les tissus. Et les sangsues médicinales ont fait toute la différence pour cette petite fille. La première fois qu'elle a vu une sangsue, elle a cru que c'était une limace. Et comme elle ramasse des limaces dans le jardin, elle n'a pas eu trop peur. Molly Greet, une petite fille de 4 ans, adore courir, sauter et monter à poney. Mais un jour, il n'y a pas longtemps, Molly s'est blessée dans un accident. Elle est arrivée après un accident de la route. Elle avait la jambe cassée et aussi ce qu'on appelle une blessure des tissus mous sur la partie supérieure du pied. Les chirurgiens lui ont prélevé de la peau dans le dos qu'ils lui ont greffé sur le dessus du pied. Ils ont pu reconnecter les plus grosses artères du pied. Mais comme souvent dans ce genre de cas, les milliers de petites veines indispensables pour une bonne circulation et pour la survie de son pied n'ont pas pu être réparées par les chirurgiens. Elles auront besoin de temps pour se régénérer. Le problème, c'est que pendant qu'elle se régénère, elle saigne toujours et ce sang ne peut s'écouler. C'est comme si vous pressiez la base de votre doigt pendant environ 1 minute. Vous allez le voir tourner au bleu. Parce que le sang coule toujours dans le doigt, mais il ne peut pas sortir. C'est ce qui se passe quand les veines sont congestionnées. Et c'est là que la sangsue entre en scène. Comme vous voyez, ça a l'air rouge et un peu vif. C'est plutôt normal une fois que vous avez fait la greffe. L'idée, c'est qu'une fois placées sur la blessure de Molly, les sangsues vont boire l'excès de sang et injecter leur anticoagulant, permettant ainsi aux petites veines de se régénérer. C'est au bout de 3 ou 4 jours qu'on verra ce qui se passe. Il se peut que des parties près des orteils meurent, ou alors il se peut qu'on puisse les sauver avec les sangsues, car ça s'améliore de jour en jour. Ça s'est amélioré chaque jour depuis qu'elle a les sangsues. Donc on verra. Pendant les prochains jours, Molly sera sous surveillance 24 heures sur 24. Et ses sangsues seront changées presque toutes les heures. Seulement 1 semaine après la fin de sa thérapie par les sangsues, Molly est de retour à la maison. Les sangsues l'ont sauvé. Son pied guérira avec le temps. Sa jambe aussi. Dans quelques mois, Molly sera de nouveau debout et pourra remarcher. Molly boitera un peu et subira d'autres opérations. Elle est passée par une dure période, mais s'en est sortie haut la main, grâce en grande partie à un animal pourtant toujours méprisé dans le monde. On devrait tous se sentir un peu honteux de notre phobie des mouches, des vers et des sangsues suceuses de sang.
Parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à craindre. D'ailleurs, je les trouve tous magnifiques. Pas vous ?